connaissez mes travaux? La psychohistoire? Naturellement, tous les mathématiciens ont lu votre théorie. Ce n'est pas juste une théorie. C'est le destin de toute l'humanité représenté par des chiffres. Et l'Empire n'aimera guère l'avenir que je prédis. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la watchlist de Spoilers. Ici c'est Guillaume et je suis avec Justine. Salut Justine, tu vas bien? Ça va et toi? Bah ça va, écoute, de retour pour parler d'une série, on va le voir, sur laquelle on n'est pas tout à fait d'accord, mais en tout cas ravi de faire cette nouvelle watchlist avec toi. Donc la watchlist, notre format court, je le rappelle, dédié aux sorties récentes de séries et consacré aujourd'hui à la saison 1 de Fondation ou Foundation. Vous allez m'entendre certainement faire l'aller-retour entre les deux termes durant toute cette watchlist. Diffusée sur Apple TV+, à partir de 2021, Foundation est la libre adaptation de la saga de science-fiction culte d'Isaac Asimov, l'auteur emblématique et aujourd'hui problématique, il faut le souligner, des règles de la robotique. À l'image du Seigneur des Anneaux, Foundation, ça fait vraiment partie de ces récits qui ont été jugés comme inadaptables à travers le temps, notamment de par ses thèmes et son ampleur géographique et chronologique. Et c'est à David S. Goyer, scénariste connu pour notamment la trilogie Blade et le Dark Knight de Nolan au cinéma, et Josh Friedman, actuellement co-scénariste de l'ensemble des films Avatar à venir, à qui est revenue la lourde tâche de transposer ce cycle ambitieux en série. L'histoire nous propulse dans un futur lointain où règne sur la galaxie un empire que rien ne semble pouvoir ébranler, rien jusqu'à ce que le docteur Harry Seldon, éminent mathématicien, prédise, grâce à une discipline inédite, la psychohistoire, la fin de l'empire et l'avènement d'un âge sombre de barbarie pour la galaxie. La seule solution, la création d'une fondation aux frontières du monde connu, ayant pour but de garantir la sauvegarde du savoir afin de raccourcir cette période de chaos à 1000 ans. Une série portée principalement par Lee Pace dans le rôle de l'empereur Cléon et Jared Harris dans le rôle d'Harry Seldon, mais aussi par les excellentes découvertes que sont Lou Lobel en Gal Dornick et Lee Harvey en Salvor Hardin. Alors Justine, qu'est-ce que t'as pensé de cette première saison de Foundation ? Alors, j'ai essayé déjà d'aborder la série avec un esprit ouvert, ce qui chez moi n'est pas forcément le plus simple, en sachant que, bon, on l'a dit, il est toujours difficile d'adapter une œuvre comme celle-ci, et en plus de chercher à satisfaire à la fois les fans hardcore d'Asimov et ceux qui seraient des néophytes de son œuvre ou des néophytes de la science-fiction de façon plus générale. Parce que c'est aussi le but d'un tel programme, c'est aussi de pouvoir cumuler un public, si possible, le plus large possible. Mais j'avoue que déjà, Foundation, c'est pas mon œuvre préférée d'Asimov. Et clairement, j'ai pris bien moins de plaisir en fait à visionner la première saison de Foundation qu'à lire le cycle du même nom, même si le cycle est quand même assez costaud. C'est le principe d'un cycle littéraire. On transpire un petit peu dessus quand même, parce qu'il y a quand même la masse de choses, mais il y avait quand même un approfondissement que j'avais adoré chez Asimov, et là j'ai pas retrouvé ça dans la série. Dans la série, dans la première saison en tout cas, les choix narratifs qui ont été faits font qu'on commence en fait tout juste à s'attacher aux personnages, notamment de tout l'arc narratif autour de Harry Seldon, ce fameux mathématicien un peu spécifique, autour de Harry Seldon et autour de Gal aussi, qui va s'articuler autour de lui. Donc on a à peine le temps de s'attacher à ces personnages-là que en fait on fait un bond dans le temps, on passe à Terminus City où les enjeux, dans un premier temps du moins, intéressent moins puisqu'on nous balance en fait toute une nouvelle série, une nouvelle galerie de personnages. Donc voilà, il y a aussi il y a ce premier décalage de la narration même qui fait que on fait un saut qui amène à changer complètement les enjeux qu'on avait pu développer au début. Alors, certes, c'est toujours un plaisir de retrouver Jared Harris, ça c'est bon. Et je pense d'ailleurs que, j'y reviendrai un petit peu, mais les choix de casting jouent énormément dans une telle adaptation, dans une telle saga. Et je pense que c'est ce qui fait que toute la partie autour de Cléon, cet empereur triple, en fait, toute cette mise en scène apporte des éléments assez intéressants, et je pense que beaucoup du caractère intéressant de ça repose justement sur le charisme de Lee Pace. Voilà, je pense que ça a été un très bon choix, notamment de casting à ce niveau-là. Globalement, je dirais que c'est
à mon humble avis, que c'est une série qui a le défaut de ses qualités. Voilà, phrase qui ne veut rien dire. Mais pour dire que... Alors, la photographie est sublime. Voilà. Ça apporte une forte dimension contemplative, en fait, aux épisodes. Mais en retour, on ressent très peu d'émotions, pour ne pas dire rien, pour une grande partie de ce qui se passe. Alors, on apprécie le voyage, hein, on se laisse bercer par la série, mais en fait, on se laisse bercer plus qu'on vit les choses avec les personnages. De la même façon, hein, Foundation, ça s'appuie sur donc, un cycle qui est déjà particulièrement vaste, tu le disais en introduction. Donc, forcément, la série ne peut pas tout mettre en scène, ne peut, surtout dans une première saison, mettre en scène que des bribes. Voilà, le but, c'est de poser les bases de l'intrigue, de faire comprendre un petit peu les enjeux et les personnages qui vont être les lignes de force hein, de l'intrigue. Il faut qu'on comprenne ce qu'est l'Empire, l'impact globalement qu'il peut avoir à la fois d'un point de vue politique et religieux, la question des mouvements de pensée aussi qui vont être essentiels dans tout le cycle, mais surtout justement dans la fondation de la fondation. Donc voilà, donc on a tous ces éléments-là à mettre en place, mais ce qui fait qu'on passe vite sur certains éléments qui auraient eu énormément de potentiel, parce qu'on le voit dans le texte, mais ce qui fait qu'en peu d'épisodes, on aborde déjà des aspects extrêmement variés du cycle d'Asimov, qui, de fait, restent en grande partie, à mon goût, en tout cas, superficiels. On fait qu'effleurer la surface de cet univers. Alors, ce qui est un choix, après tout, logique, hein, encore une fois, pour une première saison, mais je me dis que j'aurais peut-être préféré qu'on ait moins ce bond dans le temps pour pouvoir d'abord établir les choses et pouvoir ensuite creuser petit à petit dans la saison suivante. Alors après, c'est aussi des choix non seulement de la narration, mais des choix marketing. Hein. Voilà, l'idée, c'est Foundation. Donc si dans la première saison, on n'évoque pas, on met pas en place cette fondation, ça vaut peut-être pas le coup. Donc il y a peut-être aussi cette raison-là. Mais ce qui fait qu'on se retrouve face à des épisodes qui, je trouve, sont pas assez approfondis pour amener un réel questionnement politique et social, alors qu'entre Terminus City et la relation de l'Empire aux autres territoires, il y aurait clairement un énorme potentiel. Tout ce qui est réflexion philosophique, hein, notamment sur la question de la triple figure unifiée de l'empereur, hein, Brother Dawn, Day and Dusk, avec toute la symbolique en plus que ça représente, c'est un tout petit peu plus développé, mais le fait qu'on ait justement cette temporalité étendue avec des personnages qui ne bougent pas, parce qu'on a le même interprète, hein, forcément, pour jouer ce rôle qui évolue. Le fait qu'on ait tout ça, je trouve que du coup, c'est insuffisamment exploité pour pouvoir creuser ces questions d'identité et alors d'évolution ou de non-évolution des ou du personnage. Alors ça dépend comment on veut voir les choses. Donc voilà, je trouve que réflexion politique pas assez, réflexion philosophique pas assez, et pour moi, on n'est pas non plus suffisamment investi dans le parcours des différents protagonistes pour vraiment ressentir les choses avec eux. Il y a une vraie tentative intéressante, notamment dans le parcours à la fois politique et initiatique de Brother Day lors de son pèlerinage, mais je trouve qu'on a du mal à explorer à la fois l'introspection du personnage et sa relation à ces deux doubles, si on veut, et la construction de la fondation, et les enjeux scientifico-religieux, etc. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là. Et dernier point pour moi, je trouve que le casting est assez inégal. Alors j'ai beaucoup aimé l'interprétation apportée au personnage de Deto, enfin ce robot humanoïde hein, qui sert l'empereur. Voilà, on va résumer ça très brièvement. J'aurais aussi beaucoup aimé que la première saison approfondisse un peu plus la figure de Salvor Hardin, la garde hein, de Terminus City, même si, bon, voilà, ça va être, a priori, un peu plus développé dans la saison 2. Voilà, à la limite, j'aurais préféré que le personnage n'apparaisse pas dans la première saison et qu'on puisse vraiment l'approfondir et la découvrir dans la saison 2. Donc bref, j'ai apprécié globalement la première saison, mais tu vois, sans plus, clairement, hein, je suis restée un peu sur ma faim du point de vue de l'approfondissement de l'intrigue. Alors ce qui est proposé, c'est généralement fait avec élégance, hein, j'ai pas détesté, mais j'ai pas vécu avec les personnages, j'ai très peu ressenti quoi que ce soit, voilà, pendant la saison. Globalement, hein, c'est un avis donc, comme tu vois, un peu mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais de ton côté, est-ce que t'as aimé, enfin tu connaissais déjà peut-être l'œuvre littéraire? J'avais lu le cycle d'Asimov quand j'étais plus jeune.
mais j'en garde pas de souvenirs particuliers. Désolé pour les fans du coup de l'œuvre littéraire. Ne nous jetez pas la pierre. C'est ça. J'ai lu beaucoup de choses, mais j'ai pas une mémoire qui garde vraiment le détail des choses de manière générale. Ça évapore comme ça au fil des années. Donc j'ai des bribes de l'histoire, notamment sur un peu comment ça va se développer tout ça. Donc la série, parfois, je me dis ah oui tiens, effectivement, je me souviens de ça. Mais globalement, j'avais pas d'attente particulière sur cette adaptation. Je me disais pas j'espère qu'ils vont respecter tel ou tel caractère ou telle représentation. D'ailleurs, j'ai mis du temps à avoir envie de regarder la série, tout simplement. Je sais même pas trop pourquoi, parce que les premières images que j'avais vues, elles semblaient, elles m'étaient assez attractives. Je suis de base plutôt fan de space opéra, donc sur le papier, je savais que le potentiel était là. Mais il a vraiment fallu que j'attende la campagne de communication autour de la saison 2 pour avoir le petit élément déclencheur qui m'a donné envie de regarder la saison 1 de Foundation. Alors, je le disais en intro, qu'on allait avoir un avis qui était différent. En fait, en vrai, on a un avis qui est assez proche. C'est juste que peut-être on peut le décrire comme le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, dans le sens où, au final, moi, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais je le verrai, mais j'en ai un ressenti plutôt positif à la fin, quoi. C'est-à-dire que j'ai plutôt apprécié cette saison 1. J'ai eu la chance, entre guillemets, de la regarder d'une traite sur une semaine, là où Apple diffuse ses épisodes de manière hebdomadaire, donc ça m'a permis d'avoir une vision d'ensemble de cette saison 1, et je dois dire que, même si, évidemment, souvent, c'est des choses on a critiqué cette série aussi pour ça, et on la critique toujours, la série passe pas à côté d'écueils d'écriture que je trouve où on a toujours dans toutes les séries de science-fiction, de fantasy ces dernières années, surtout celles qui veulent montrer un univers large, des échelles importantes de population, d'univers, de temps, elle a plutôt bien fait grandir en moi les personnages principaux de la série. Tu l'as évoqué, mais c'est vrai que j'ai particulièrement apprécié toute l'idée autour de la dynastie des Cléons, et Lee Pace en particulier, même si Terrence Mann en Brother Dusk m'a bien plu aussi. Je trouve qu'il a des scènes qui sont pour le coup parfois assez touchantes. Il y a un vrai relief à son personnage qui est à la fois plus brutal et en même temps plus prisonnier quelque part de la destinée de cette dynastie. Et tout ce qui entoure ces trois personnages, je trouvais assez bien vu. Il y a certaines subtilités qui font que chacune des itérations de Cléon n'est pas tout à fait la même que la précédente, et malgré le changement d'âge qui parfois s'opère d'un épisode à l'autre, on retrouve certains traits de caractère. Je trouvais ça assez efficace. J'ai aussi beaucoup aimé l'espèce de froide détermination qu'ont ces personnages pour résoudre les problématiques qui entourent la gestion justement de leur dynastie, notamment sur un simple geste. Très littéralement, ils sont capables de décimer des planètes ou des populations entières, et ça donne des scènes qui ont une tension, je trouve, qui est assez forte. Et bon, voilà, c'est ce que tu disais. C'est vrai que tout ce qui entoure ce triumvirat là, il est plutôt réussi, et il apporte vraiment un truc intéressant à la série. Les autres personnages principaux sont aussi convaincants, je trouve, même si j'adhère pas totalement à l'intégralité du voyage qu'ils vont parcourir, notamment chez Gale, qui est un personnage qui au final me semble sur la deuxième partie de la saison assez sacrifié au profit de Salvor. Ça aussi tu l'as noté, c'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus. On a vraiment ce changement de paradigme, de temps, qui fait que effectivement le personnage de Gale va être bien moins présent, alors que il avait un potentiel, et que l'actrice en plus était plutôt excellente, quoi. Ça s'explique assez bien dans l'histoire en elle-même de cette saison 1, mais j'ai trouvé ça assez dommage. Bon, quoi qu'il en soit, avec Hari Seldon, ce sont trois personnages qui fonctionnent plutôt bien et qui construisent une saison 1 qui m'a bien embarqué, dans ce voyage vers une destinée déjà écrite, mais dans laquelle il est possible pour les personnages d'ajuster la courbe. Au final, je dirais que Fondation saison 1, elle a un peu le défaut des séries Apple TV+, que j'ai pu voir pour le moment, comme Silo par exemple, dont on discutait dans une précédente watchlist. Elle bénéficie d'une très belle production, il y a une bonne réalisation, les effets spéciaux sont convaincants, le fameux sense of wonder, je trouve, est bien présent dans certaines scènes de découverte et d'exploration spatiale notamment. Le casting est assez solide, mais comme tu le soulignais, ça manque bien souvent d'émotion. Ça donne un peu à la série en fait cette esthétique de bel objet un peu froid, sur lequel on a du recul, quoi, et on est un peu à distance. En tout cas, malgré tout, même si on aime la science-fiction, qui se donne les moyens de nous faire voyager dans son univers, parce que clairement Apple TV met les sous sur la table, et Skydance aussi, qui produit la série, pour donner quand même de l'ampleur visuelle à tout ça, et permet la réalisation de certaines
visions de Fondation, de certaines visions de certaines planètes, de certains vaisseaux, etc. Je trouve que c'est quand même une série qui peut légitimer, encore une fois, je précise pour les fans de SF et d'espace, et aux côtés de For All Mankind, dont on a déjà parlé dans Spoilers, un abonnement à la plateforme Apple TV+, si c'est pas déjà fait. Mais tu vois, je pense que notre différence entre guillemets de perspective sur la série, c'est peut-être pas tant une question de avoir apprécié ou pas. C'est que moi j'ai regardé la série quand elle a été diffusée pour la première fois, donc avec épisodes un par un, etc. Et donc clairement moi ça a eu le temps de décanter depuis plusieurs mois, tandis que toi c'est encore frais dans ta tête. Et je comprends qu'il y ait ce côté émerveillement, parce que il y a des très bonnes choses et en plus on voit qu'il y a eu de la qualité dans l'écriture, dans la réalisation. Mais c'est vrai que sur un temps long, en fait, moi je me rends compte qu'il me reste pas grand-chose. Il me reste des visuels, des images, l'intrigue générale, mais parce que j'avais aussi les romans en tête. Mais voilà, il me reste juste un côté un peu superficiel. C'est pas une série qui m'a marquée et que j'ai envie de revoir avec plaisir. Donc tu vois, ça peut être aussi une question de temporalité. On en reparle dans un an, voir comment ça aura décanté pour toi. Non, mais c'est sûr, c'est toujours un peu la question de, effectivement, ce rythme hebdomadaire qui parfois permet de faire grandir aussi un épisode en nous et stimuler notre réflexion vis-à-vis de ça, alors que d'autres sont plutôt peut-être dédiés plus à une certaine forme de binge-watching ou en tout cas de visionnage intensif. Ce qui est sûr, c'est que on se rejoint sur le fait que la série est très ambitieuse et fait des sauts temporels. Et c'est vraiment quelque chose qui est complexe à gérer. Il y a des séries qui, comme par exemple House of the Dragon, l'a fait plutôt bien et a réussi à garder ces enjeux émotionnels malgré le changement soit d'époque, soit de personnage ou d'âge. Là, effectivement, on perd un petit peu ça. C'est-à-dire que les personnages n'emmènent pas forcément avec eux cette espèce de bagage émotionnel qu'ils ont, ou en tout cas la série nous fait assez rapidement passer à autre chose parce que l'histoire avance et que la Fondation, elle aussi, a besoin de devenir quelque chose pour représenter une force en présence dans cet univers, quoi, en fait. Donc c'est vrai que ça va très vite et là-dessus, on est un peu laissé sur le bas-côté, peut-être, quoi. Et au niveau de ces sauts dans le temps, tu vois, bizarrement, on retrouve des enjeux qu'on va avoir dans la première saison de The Witcher, par exemple, où on a des personnages qui sont vus sur une grande étendue temporelle, alors pas forcément autant, mais on a, je crois, 80 ans dans la première saison de The Witcher, sauf qu'on est sur des personnages, là pour les empereurs ou la magicienne et le sorceleur de The Witcher, des personnages qui vieillissent pas, parce que justement ils ont un statut particulier, etc. Ce qui fait que, l'air de rien, le côté très figé de l'apparence empêche un petit peu de pouvoir voir l'évolution interne du personnage. Je pense qu'on a été, enfin moi en tout cas, j'ai été conditionnée à voir aussi se refléter sur l'extérieur des personnages, tout leur cheminement intérieur. Donc voilà, il y a ce décalage. C'est peut-être une nouvelle habitude qu'il faut prendre, et prendre des personnages qui peuvent avoir une intériorité et une profondeur, même si on les voit pas vieillir. En tout cas, vous l'avez compris, on a un avis qui est finalement assez proche, mais qui, on va dire, donne à une conclusion un petit peu différente. Faites-vous votre propre avis. Et de notre côté, si vous, auditrices, auditeurs, vous avez aimé Fondation, qu'est-ce qu'on peut leur recommander, Justine ? Moi, dans le même style, j'ai envie d'aller un peu plus vers la fantaisie, justement, mais c'est-à-dire un univers extrêmement riche, étendu dans le temps, qui propose une photographie élégante, mais où honnêtement on s'ennuie un peu. Moi forcément ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir sur Prime, parce que c'est aussi très joli, c'est très agréable, on sait où on sent que l'histoire garde beaucoup de choses en réserve, mais c'est malheureusement pas le plus stimulant. Alors je sais pas si c'est vraiment un conseil, une recommandation de ma part, mais voilà, il y a un parallèle en tout cas. En tout cas, il y a une ressemblance, effectivement. De mon côté, moi je vous encourage fortement, si c'est pas déjà fait, à regarder The Expanse sur Prime Video. Donc c'est 6 saisons d'une série de science-fiction qui met l'espace et les luttes politiques entre différentes factions au cœur d'un récit, s'étendant là aussi sur plusieurs années. C'est l'une des très bonnes séries SF de ces dernières années, je trouve, et cerise sur le gâteau, vous y retrouverez dans les premières saisons, là aussi, Jared Harris. Donc voilà, que demande le peuple. Du coup, saison 2 ou pas pour toi, Justine ? Oui, je vais regarder la saison 2 parce que je n'ai aucune volonté déjà, et non, mais parce que
clairement, hein, Foundation, c'est une série qui vaut le détour, donc je visionnerai la saison 2, mais j'avoue que j'y vais en fait sans véritable excitation. Et d'ailleurs, au moment où on parle, ça a débuté, la saison 2 a débuté, et j'ai pas encore pris le temps de regarder les premiers épisodes. Mais bon, pour toi, je suppose que du coup, c'est un plus grand oui pour la saison 2 ? Oui, comme je le disais, j'ai pu regarder la saison 1 d'une traite, donc je suis effectivement fin prêt pour commencer la saison 2. J'ai assez envie de voir, en effet, si Fondation confirme, voire améliore ses intentions ou pas. Je pense que ça va être une saison importante. Et d'ailleurs, Apple a beaucoup communiqué dessus, donc c'est pas tout à fait anodin. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. C'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut Justine. Salut, à bientôt. Après la chute, lorsque la civilisation renaîtra de ses cendres, les générations futures auront un socle sur lequel tout reconstruire. Une fondation. Notre rôle est de préserver chacun des trésors les plus essentiels de toute la galaxie. Ce qui restera dans les mémoires ou tombera dans l'oubli. Bonus.